Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des territoires. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France et avec la participation de TV5 Monde, une nouvelle formule, vous le savez, avec un rendez-vous en deux parties. Première partie dans un instant, le JT des territoires, suivi du club des éditorialistes. Et puis en deuxième partie, territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, qui répondra aux questions de Jean-Michel Elvig et de Michael Zamès de Public Sénat. Voilà, bonne matinale à nos côtés. Je vous retrouve dans un instant pour le Journal des territoires. Une rentrée scolaire en musique hier pour marquer de manière positive le début d'année dans de nombreuses régions. Illustration dans deux départements, direction la Vendée tout d'abord. À l'école Léon Gluard de La Roche-sur-Yon, ce sont les plus grands qui ont accueilli en chantant leurs nouveaux camarades. Un reportage sur place de Pierre Dalicieux pour TV Vendée. Une rentrée en musique pour dédramatiser, pour adoucir cette journée un peu particulière pour beaucoup d'élèves, mais aussi de parents, notamment pour ceux dont les enfants font leur premier pas à l'école. C'était le souhait du ministre de l'Éducation nationale pour cette rentrée 2017-2018. La rentrée, c'est vrai que c'est un moment un petit peu de stress pour tout le monde, mais de stress positif pour les parents, pour les élèves, pour l'ensemble de l'éducation nationale. Et je pense qu'il est bien de surmonter ce stress explicable par ce moment de musique, parce que comme le dit le proverbe, la musique adoucit les mœurs. Une décision prise un peu à la dernière minute avant les congés d'été. Il a donc fallu s'organiser ici, avec les enseignants, certains parents et une volonté, celle de faire chanter la rentrée. Les équipes, vous le voyez, se sont mis en place pour que le jour de la rentrée, aujourd'hui, plus précisément, les anciens élèves, certains enseignants, vous avez vu dans l'école Léon Gluard aussi la direction de l'école, la mobilisation avec les partenaires de l'école, ici c'est le conservatoire municipal qui a accompagné les élèves pour accueillir les nouveaux entrants, les parents réunis dans la cour, et c'est un moment de convivialité, un moment festif. Un moment festif pour lancer cette rentrée qui s'est déroulée dans cette école de La Roche-sur-Yon, avec peut-être quelques larmes, mais surtout le sourire. À Cannes, dans les Alpes-Maritimes, c'était une autre rentrée en musique au lycée des Coteaux, où un ancien élève de l'établissement a fait le show, vous allez le voir. Lisandro Cuxi, vainqueur de la dernière édition de The Voice. Un reportage de la Provence Azur TV. Comment ça va ? Arrivé devant les caméras, applaudissements dès son entrée dans le lycée des Coteaux, c'est certain, Lisandro Cucci est déjà une star reconnue dans sa ville, à Cannes. C'est ici que le gagnant de la dernière saison de The Voice a fait son année de seconde et première en filière commerce. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que le jeune homme de 18 ans a offert une rentrée en musique aux nouveaux arrivants. Voir tous ces profs-là qui ont vraiment été là, c'était vraiment un grand plaisir. The Voice s'est passé en pleine année de première. Je devais être absent très souvent, donc ils m'ont pas viré quoi. Ils m'ont laissé plein de chance, donc c'est vraiment que pour ça. Donc merci les Coteaux. Mais c'est surtout un message que Lisandro a souhaité délivrer aux élèves ce matin. J'aimerais vous parler et dire que le bac c'est important. Vous savez ou pas ça ? Hein ? Le chanteur s'est même fixé pour objectif de passer le sien cette année. Malgré la musique, le jeune homme garde les pieds sur terre. Dans cette vie, sans bac, c'est un peu dur de réussir, donc il faut quand même si on a des projets, enfin moi, voilà, je chante, j'ai mon album qui arrive, mais il faut que j'ai quand même un plan B, quoi, et c'est vraiment important. C'est obligé que je demande ça parce que c'est la seule chose qui peut me donner comme cadeau. Je veux rien d'autre. Je veux mon bac. Non, le disque vient après. Donc voilà. C'est si important. Pourquoi c'est si important ? C'est vrai. Très bonne question. Ça, c'est important pour lui parce que la musique, aujourd'hui, peut passer très bien. Demain, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner, en fait. Donc, si lui, il n'a pas la musique, il a son bac pour faire sa vie normale, comme tout le monde, quoi. Un
concert organisé par le rectorat de Nice et qui s'inscrit dans la volonté des ministères de la Culture et de l'Éducation de généraliser les rentrées scolaires en musique. Toutes les rentrées doivent être en musique et en chantant. J'imagine effectivement que le chant est quelque chose de tout à fait essentiel et la France, c'est un pays qui doit porter aussi ses chants. Dans plein de pays du monde, on fait des rentrées en chantant et je pense que chez nous, c'est vraiment une grande première, c'est une première qui durera. C'est pour ça qu'on veut que cet événement soit un bel événement et ici, il sera très très beau, on est très heureux. Super pour la rentrée. Ah ouais, nickel, hein. Ça change et tout, c'est nouveau, c'est jeune et tout, franchement c'est top. Je le trouve sympa, du coup ça donne un peu de joie sur le moment. Ils chantaient bien, c'était sympathique, c'est une bonne rentrée. Voilà, ça met de la bonne humeur dès le début, donc c'est sympa. Entre la préparation de son bac et la sortie de son premier album le 15 septembre prochain, l'année scolaire et musicale s'annonce donc chargée pour le jeune Cannois. Voilà, direction l'Hérault maintenant, Villeveyrac pour une initiative éco et gustative. Acheter des légumes bio en privilégiant le circuit court révèle parfois d'un véritable casse-tête avec des magasins qui ouvrent ou qui ferment trop tard. À Villeveyrac, des producteurs ont trouvé la solution. Ils ont installé un distributeur automatique. Anaïs Tourès pour TV Sud l'a testé. Tapez le numéro de votre casier, payez. La porte s'ouvre et vous pouvez récupérer vos produits bio. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce distributeur automatique de fruits et légumes fonctionne en permanence et fait le bonheur de Janine, habitante de Villeveyrac. On n'hésite pas, on sait qu'on va trouver de toute façon, donc on vient. Voilà. Les produits sont frais tous les jours et on peut venir les chercher quand on veut et on n'attend pas et voilà, c'est super. Quelques heures plus tôt, c'est dans cette exploitation familiale que Denis et Magali ont récolté courgettes, melons et autres produits de saison, destinés au marché, mais aussi aux fameux distributeurs qu'ils ont installés sur une route passante du village. Ils le ravitaillent plusieurs fois par jour. Au départ, on vendait sur le devant de porte, ce qu'on voit traditionnellement ici dans les villages. Et la difficulté qu'on avait, c'est qu'on pouvait rester des heures sans rien vendre. Et des fois, on vendait vraiment bien, mais bon, c'était très aléatoire. Cet outil-là nous permet par contre de pouvoir vendre à toute heure, à tout moment. Vous pouvez venir vous dépanner et chercher de quoi faire une salade ou un plat très rapidement. Comptez entre 1 € pour 2 concombres et 10 € pour un panier rempli. Face à ce succès, le distributeur a de beaux jours devant lui. On part pour les Vosges maintenant découvrir des entreprises étonnantes du secteur agroalimentaire dont l'une est la plus visitée de France. Le secteur de la confiserie peut aussi être un atout économique et touristique. C'est une bonne nouvelle. C'est ce que nous décrit Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Dans le top 15 des entreprises les plus visitées de France, on trouve la confiserie La Bressaude, un savoir-faire artisanal au cœur des Hauts-de-Vosges. Admirez la fabrication du nougat, le mélange des blancs d'œufs, sucre et sirop de glucose, lentement travaillé pour constituer une pâte onctueuse. Pâte à laquelle on ajoute des amandes et qui invite à la gourmandise. De ces ateliers sortent une centaine de tonnes de produits différents. La plus grosse partie concerne les sucres cuits, c'est-à-dire les bonbons durs. Mais on fabrique plein de choses. Avec notre passé de boulanger, pâtissier, on fait du pain d'épices, du nougat, des gommes, du chocolat, de la confiture et j'en oublie. Avec 10 salariés et 1 million de chiffre d'affaires, la petite entreprise ne connaît pas la crise. On a repris du monde pour faire un peu de prospection parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas connu de tout le monde. Et effectivement, depuis quelques mois, on voit vraiment une forte progression qui se ressent par le nombre de visiteurs qu'on accueille. La confiserie a un atout pour le département, la preuve par 2, avec cette seconde étape à plein fin. Les visites guidées et l'accueil de la famille Claude Pierre ont fait le succès de la CDHV, comprenait Confiserie des Hauts-de-Vosges. Depuis plus de 30 ans, les bonbons sont fabriqués comme autrefois, sucre cuit, chauffé à 145 degrés à base d'arômes naturels ou d'huiles essentielles issues de la région. Le jaune, c'est la spécialité de la maison, c'est le bourgeon de sapin. Il y a une alchimie dans les bonbons, mais que l'on ne voit pas vraiment, mais que l'on sait faire. Et c'est ce qui fait notre succès également, c'est ce qui donne également la qualité du produit, du bonbon. À la CDHV, Pascal, le neveu de Jean-Marie, est en pleine fabrication de bonbons au coquelicot. Alors pour savoir si c'est bien mélangé, il suffit de regarder les bulles verts dans la pâte. Vous avez vu, vous c'est bien rouge. Désormais, 2 générations œuvrent au succès de la confiserie qui emploie en tout 29 personnes pour 330 tonnes de bonbons fabriqués par an, le tout dans un véritable esprit de famille.
La famille qui est très unie, avec du personnel qui se fonde dans le moule comme la famille. C'est ça qui fait notre force. Parce que donc le personnel ici est motivé comme nous. C'est les gens qui viennent visiter ici ressentent un sentiment de bien-être, de bon accueil. Et le flot de visiteurs ne s'arrête jamais. C'est super, la visite a été très bien faite. On a été très intéressés, l'enfant aussi, hein, il était très content de voir ce qui se passait. Et alors là, vous avez l'embarras du choix pour les bonbons? Oui, trop peut-être. Qui choisit? Vous connaissiez la fabrication des bonbons? Un petit peu, comme ça, j'avais vu sur Discovery Channel, ce genre de choses, des usines, c'est très intéressant. Donc là, c'est artisanal, c'est encore plus sympa, je trouve. Un magasin qui ne désemplit pas, 23% de ventes par correspondance, plus de 200 000 visiteurs par an. Une présence sur le salon, mais pas en grande distribution pour préserver l'authenticité du produit. Et encore des projets d'extension plein la tête. La confiserie des Hauts-de-Vosges, c'est le site agroalimentaire le plus visité de France. On reste gourmand dans ce journal ce matin et insolite. Un atelier de souffleur de verre au cœur d'une pâtisserie. Le concept est unique en son genre et il vient d'ouvrir rue Gambetta à Metz. C'est l'artisan vitraux d'art Philippe Tisserand qui l'a imaginé alors de sa retraite. Il a pour cela fait appel à un artiste verrier venu des Sables d'Olonne. Un reportage de Gaël Tiss pour Mirabel TV. À partir du verre en fusion qui est à 1100 degrés dans le four, eh bien on prépare le décor d'une pièce. Un corps pour un animal, un futur animal. Léo, tu sors pour contrôler ton verre. Dans cette pâtisserie du quartier impérial, des fours un peu particuliers ont investi l'arrière-boutique. Gauthier et son apprenti y domptent le verre sous le regard des gourmands de passage. À l'origine du concept, un défenseur des métiers d'art, le vitrailliste vosgien Philippe Tisserand. C'est des métiers qu'il faut valoriser. Et donc, en étant rue Gambetta, entre la gare, le Pompidou, la cathédrale, je suis sur le chemin des touristes. C'est quand même quelque chose qui est de la région. On avait beaucoup de cristalleries, beaucoup de verreries. J'ai voulu, oui, réimplanter sur Metz une verrerie. C'est ainsi que les pâtisseries préparées sur place rivalisent de couleurs avec les sculptures de verre. Un projet qui a séduit Gauthier. L'artiste a quitté sa côte atlantique pour se lancer dans l'aventure. J'ai trouvé très audacieux et très intéressant d'allier une table et un bon moment au travail du verre qui parfois peut être spectaculaire et j'ai trouvé l'idée de Philippe Tisserand très intéressante. Gauthier est souffleur de verre depuis près de 30 ans. Il créera sur place des petits objets de décoration pour répondre à une demande locale, mais il continuera aussi les travaux qui lui sont chers. Le travail de gros volumes tels que ces créatures marines que lui inspire sa fascination pour l'océan et les abysses. Dans le travail du verre, ce qui me plaît, c'est la rapidité d'exécution, la fluidité, la transparence et le fait de passer de l'état de liquide à solide très rapidement, de ne pas avoir beaucoup le droit à l'erreur. C'est l'école de la ténacité, c'est l'école de l'humilité. Des valeurs qui peuvent aussi s'appliquer à la pâtisserie. Et en coulisses, 2 artisans œuvrent en toute discrétion pour que le plaisir des yeux rime aussi avec celui des papilles. Voilà, on termine ce journal avec un village à la renommée internationale intacte à la frontière de l'Aube. C'est Colombey-les-Deux-Églises. L'histoire de Charles de Gaulle et de la commune s'entremêle et attire près de 140 000 curieux et visiteurs chaque année. Une manne touristique pour ce village de 500 habitants où s'est rendu Flavien Léger pour Canal 32. Inaugurée le 18 juin 1972, à Colombey-les-Deux-Églises, la Croix de Lorraine est connue partout en France et au-delà. À son pied, le mémorial Charles de Gaulle fête ses 10 ans et profite toujours de la renommée du lieu. Sur les 140 000 visiteurs de Colombey-les-Deux-Églises, le mémorial arrive à peu près à tirer un visiteur sur 2, ce qui n'est pas négligeable. Je parle évidemment de ceux qui vont visiter le mémorial. Il y a aussi des personnes qui ne vont faire le choix que de venir voir la Croix de Lorraine ou qui vont néanmoins faire un tour à la boutique du mémorial. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important quand on sait qu'on est maintenant presque un demi-siècle après la mort du général de Gaulle. C'est pas quelque chose de négligeable. Et après, mettre le cèpe avec le lard dessus, comme ça. Hein? Pas négligeable également pour Jean-Baptiste Nathalie, chef étoilé depuis 14 ans, et très attaché à sa commune. Donc là, on fait une pomme de terre que je cuis dans l'argile. Et que je fais les petites cheminées partout et que je recouvre de foin avec des épices de curry dedans. Là, je suis en train de faire un foie gras là, que je viens de cuire là. Tout doucement en vapeur, que je l'ai roulé dans des algues. Aucun traitement. C'est notre jardin, ça, vous voyez.
Ils viennent comme ça à la campagne, ils veulent quand même manger les produits locaux, les champignons, les herbes, les plantes, la viande, les poissons de rivière quand c'est la saison. Il y a plein de choses, on est gâtés ici, on a tout. Là, j'ai mon verger, je fais mes fruits. C'est génial. Je suis né ici aussi, hein. Je suis originaire d'ici, je suis né à Colombey moi. Mon père est né à Colombey aussi. Mais à côté de ça, vous voyez, moi dans l'année, je pars 2-3 fois dans l'année, mais je pars souvent pour l'Asie, donc pour faire des dîners, des choses comme ça, tout seul ou avec d'autres chefs français ou étrangers. Donc quand je vais là-bas, les clients me disent, vous venez d'où? Je dis Colombey-les-Églises, ils me disent tout de suite de Gaulle. Non mais c'est incroyable, hein. Que ce soit en Thaïlande ou au Vietnam, tout le monde connaît Colombey, tout le monde connaît de Gaulle. C'est ça qui est fort, quoi. Donc ils ne comprennent pas, un chef d'un village de 500 habitants qui se retrouve dans une ville de 12 ou 13 millions d'habitants. Un village qui compte aussi sur son charme pour attirer les visiteurs, notamment avec une animation née en 2015. Bon ben voilà, on va ouvrir les portes. L'animation Grange des Arts. Alors le concept de Grange des Arts, le but est simple, c'est de marier les habitants qui prêtent les granges, donc j'appelle ça des prêteurs de granges, et en même temps j'invite des artistes de tous bords, sculpteurs, peintres, numéristes, photographes, tout ce qui est attrait à l'art, et ils exposent leurs œuvres dans les granges. Grange des Arts accueille cette année 70 artistes du 13 au 15 août, une animation gratuite qui peut se compléter avec l'offre touristique et culinaire de Colombey-les-Deux-Églises. Fin de ce journal préparé par Soumaya Benaïssa. À 8h tout à l'heure, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Dans un instant, la revue des unes de la presse quotidienne régionale, vos journaux en région. On démarre cette revue des unes de la presse quotidienne régionale, évidemment, par le thème d'actualité fort de la rentrée en musique pour Macron à Forbach, titre Le Républicain lorrain. Pour l'Est éclair, c'est une rentrée rythmée. Et puis pour l'Indépendant, c'est rentrée Perpignan-Test, les classes CP dédoublées. En plus de la semaine à 4 jours, la ville expérimente ce nouveau dispositif. C'est l'inquiétude aussi, notamment à la une de la Nouvelle République avec Mélis, un suspect mais pas de réponse. Le quotidien de l'Indre fait le point sur l'enquête ce matin. Pour la dépêche du midi, c'est de la politique. Avec la loi travail, la ministre s'explique. Muriel Pénicaud était hier face à la rédaction de la dépêche du midi avant d'effectuer une visite dans le Tarn. Pour l'écho de Haute-Vienne, c'est la reprise de GMS, décision jeudi qui fait la une. 157 sur le carreau, point d'interrogation. Le tribunal de commerce de Poitiers examinait hier l'offre de reprise. C'est 277 salariés qui seraient sacrifiés. Une solution que les GMS jugent socialement injuste et industriellement peu fiable. 157 salariés sur 277 précisément seraient sacrifiés. Pour Ouest France, c'est 10 milliards que l'État veut céder. La Française des Jeux, Orange, l'aéroport de Paris, le gouvernement veut céder 10 milliards de participation. Cela pourrait concerner ces entreprises et c'est à la une du grand quotidien de l'Ouest, Ouest France, premier journal francophone du monde. Pour le Télégramme de Brest, hydrocarbures, Hulot dit stop, conformément à une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le gouvernement prévoit d'interdire la production d'hydrocarbures en France à l'horizon 2040. Ce projet de loi qui sera présenté demain par Nicolas Hulot réjouit les écologistes mais provoque la colère du secteur pétrolier dans le Télégramme. Pour la Provence, comment la société légère, les barjots, les schizos et les autres. Quel suivi pour les malades psychiatriques? Le point sur la situation après 2 attaques survenues fin août à Marseille, à la une de la Provence. Enfin, pour Nord-Éclair, ces poubelles belges dont vous allez vous méfier. De l'autre côté de la frontière, la police cherche les nouveaux radars mobiles et dans les poubelles, on va les trouver maintenant. Une drôle d'idée qui pourrait bientôt arriver par chez nous. Si vous souhaitez regarder cet article, c'est aussi disponible sur le site internet de Nord-Éclair aujourd'hui. Voilà, c'est le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale ce matin. Sur ce plateau, je reçois Guillaume Doyen. Bonjour Guillaume, bonjour. Merci d'être revenu avec nous cette saison. Vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là. Et Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu, merci d'être là. Dans l'actualité, un thème récurrent. On va s'intéresser ce matin aux emplois aidés
et c'est compliqué pour les collectivités de s'en passer. Des chiffres étonnants, Guillaume Doyen, et qui parlent 100 000 emplois aidés dans la fonction publique territoriale fin 2015. Ouais, c'est le chiffre au 31 décembre 2015, sans doute a-t-il déjà un peu baissé, mais il reste tout de même très élevé. Et ce qu'on sait, c'est que ces emplois aidés pour les collectivités ne sont pas des emplois d'aubaine. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces aides, ils n'auraient pas du tout existé. Ils n'ont pas fait ça pour économiser, mais c'est parce que les moyens dont elles disposaient, les collectivités, ne leur permettaient pas de recruter des emplois pérennes. Donc très utile. Extrêmement utile. Pensez à une chose, pour ce qui concerne la restauration scolaire dans les écoles comme dans les centres de loisirs, c'est un poste sur 4 qui est occupé actuellement par un emploi aidé. Alors, si vous les supprimez, vous obtenez assez rapidement une situation où les élus vont restreindre leur offre de services à destination des familles. Vous savez qu'ils ne sont pas obligés d'organiser des cantines. Hein. C'est un service facultatif pour les communes. On approche des sénatoriales. Quelle est la tendance aujourd'hui chez les élus? Est-ce que c'est différent chez les élus des grandes villes, des grandes métropoles, de chez les élus des petites communes, par exemple? Oui, l'inquiétude est d'autant plus forte que vous êtes dans une petite commune. D'abord, les moyens peuvent être plus réduits. Ensuite, votre capacité d'analyse, elle est plus faible aussi. Vous êtes maire, vous avez un autre job à côté. Donc, vous n'avez pas non plus des services supports qui vous permettent aussi de vous projeter à plus longue échéance. Donc la ruralité, effectivement, est extrêmement inquiète, d'autant que ces annonces-là viennent après d'autres annonces, si vous voulez. Et quand vous avez peu d'effectifs, vous avez peu de gens à redéployer. C'est ça. C'est ce qui est aussi valable dans le privé. Si vous baissez légèrement le nombre d'agents dans une collectivité qui en compte déjà peu, il va être d'autant plus compliqué de se réorganiser. Sur le grand volume, c'est pas facile, mais c'est jouable. Comment ils vont pallier à cela concrètement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant? Alors, ce qu'ils vont faire en attendant, c'est clairement, ils ont annoncé qu'ils allaient réduire leur offre de services. C'est ça ce que fait le service public. C'est s'il ne peut plus proposer des offres qui sont facultatives, il peut les réduire ou les supprimer totalement. Avec des priorités? Alors, un barème de priorité. Vous parliez des cantines scolaires, et j'imagine que c'est pas ce à quoi on va toucher en premier. Si vous voulez, un tiers des communes sont repassées là déjà, un tiers des communes, et ça concerne au premier chef les communes rurales, à la semaine dite des 4 jours. Voilà. Donc, quand on leur a proposé de réduire l'offre éducative, si vous voulez, ou l'offre péri-éducative, ils y sont allés. Ils ont réduit le nombre de jours. Donc, vous voyez, il y a là, vous avez pour eux déjà une source d'économie. Donc c'est assez sérieux ce qui est en train de se produire, d'autant qu'on leur demande de dépenser encore moins, etc. Alors c'est à la une de la Gazette, des communes, des départements, des régions. Contractualisation, l'État un partenaire, au fond pas comme les autres, c'est ce que vous dites. Oui, alors là, l'État est un partenaire qui est jugé actuellement assez dur, si vous voulez, et là, bon, vu la difficulté, la rentrée, ce qui va être proposé tout de même, c'est au préfet de faire preuve de certaines mansuétudes vis-à-vis des emplois aidés qui aident au premier chef un certain nombre de communes. Progressivement, tout ça. D'y aller progressivement, mais malgré tout, on va baisser en 2017 et on va baisser encore en 2018. Alors, Mathieu Verrier, La Voix du Nord, il y a un dossier qui est à la une d'ailleurs de La Voix du Nord. Le gouvernement donc, veut réduire d'un tiers le nombre des contrats aidés en France, ces emplois subventionnés par l'État. La une, c'est 20 000 emplois menacés, vous dites. 20 000 emplois menacés, on a fait les calculs, il y a 42 000 emplois aidés dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est 13% des emplois aidés sur le plan national. Et donc, entre les emplois aidés dans les secteurs marchands qui ne seront pas reconduits et un tiers à peu près des CAE, c'est les emplois aidés dans le secteur non marchand, hors emploi d'avenir, on arrive à peu près à 20 000 emplois menacés, effectivement. Et nous illustrons par ailleurs ce que vient de dire Guillaume. C'est-à-dire que donc il y a eu la rentrée hier. On a vu par exemple à Calais, la maire de Calais s'occuper de la sécurité sur les passages piétons à la sortie des écoles. Vous savez, il y a toujours des gilets jaunes qui arrêtent les voitures. Là, c'est la maire de Calais qui l'a fait à Douagny. On a vu le maire, ceint de son écharpe tricolore, servir les repas à la cantine. Alors, il y a un côté communication. C'est pour alerter un petit peu, mais ces maires disent aussi, voilà, là on le fait aujourd'hui pour marquer le coup. Mais demain, alors soit ce sont des agents de la municipalité qui sont redéployés ou des adjoints qui vont donner un petit coup de main. Je crois que dans des communes, les parents aussi peuvent donner un petit coup de main.
Alors à terme, normalement, sur ces emplois-là, l'État a dit qu'il ne toucherait pas à tout ce qui avait trait à l'éducation nationale. Donc, ils espèrent avoir des gestes de la préfecture d'ici la fin de l'année. À la une de La Voix du Nord, 20 000 emplois menacés. Guillaume Doyen, ça renforce tout de même le côté proximité de l'élu avec ses concitoyens, cette affaire. Vous voulez dire que dans la difficulté... Ce que disait Mathieu Verrier montre quand même son implication, j'allais dire. Alors, ça permet aux gens aussi de... Alors, parfaitement, exactement. L'élu, il va au premier plan, il peut faire des opérations de communication aussi, pour bien expliquer. Et non, mais il rappelle... C'est pas négatif, j'allais dire, c'est pas péjoratif. Non. Communication dans ce sens. Non, c'est pas négatif, vous avez raison. Il vient surtout montrer là que le service qu'il rend a un coût. C'est ça qu'il faut bien comprendre, si vous voulez. C'est que, en effet, on peut diminuer ses moyens, il va diminuer son service, puisque c'est comme dans une entreprise privée. Le service public n'est pas gratuit, il est financé, si vous voulez. Si vous réduisez les moyens, qui ont déjà été beaucoup réduits. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. C'était moins 10 milliards pendant... On est à l'os, comme on dit. On est à l'os. En fait, je pense que cette expression, je l'aime pas parce que c'est simplement, pour moi, ça n'a pas de sens quand on est... c'est simplement qu'on peut réduire ce qu'on offre, c'est tout. Voilà. Donc, on verra... Ou faire payer exactement, ou transférer à d'autres, si vous voulez. C'est valable pour les crèches, vous pouvez les transférer au privé, c'est tout. Mais alors, quel est l'inconvénient, Mathieu Verrier, de transférer ça au privé, au fond, pour un certain nombre de secteurs? Certains vous diront qu'il n'y a pas d'inconvénient, qu'on peut faire des économies. Après, faut trouver le secteur aussi. Enfin, faut trouver les entreprises privées qui veulent bien investir. Et ensuite, il y a une qualité de service. Alors ça, faut trouver aussi les moyens de garantir la qualité de service et de garantir l'accès à ces services publics pour tous. C'est-à-dire que il faut que les foyers les moins aisés puissent aussi y accéder à un service de qualité à bas prix. Guillaume Doyen, il n'y a pas de problème de déontologie, il n'y a pas de secteur où c'est impossible? Si, il y a des secteurs où c'est absolument interdit. Vous ne pouvez pas déléguer tous les services. Prenons la police municipale, elle n'est pas, jusqu'à présent, elle n'est pas déléguée. Elle ne peut pas être privée. Voilà, elle ne peut pas être privatisée. Encore que, puisqu'on en parle, je vous rappelle que la ville de Paris, qui a une réforme sur le stationnement, et qui va être décentralisée, et qu'à partir du 1er janvier, donc, ce ne sera plus des policiers, ce ne sera plus des agents de surveillance de la voie publique sur tout le territoire, ce seront des boîtes privées qui pourront verbaliser le non-affichage du ticket au rodateur. Voilà. Et hier, nous avions Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui parlait avec Michael Zamès, évidemment, de la privatisation des radars, du contrôle radar. Oui, il y a ça, donc vous pouvez Merci beaucoup, Guillaume Doyen, de la Gazette des communes, des départements, des régions, et on vous retrouve évidemment sur ce plateau régulièrement dans cette matinale d'info. Merci Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Évidemment, La Voix du Nord, journal de presse quotidienne régionale, partenaire de cette matinale d'info. Voilà, dans un instant d'ailleurs, c'est la deuxième partie de cette matinale d'info avec Territoire d'info. Voilà, l'invité politique, c'est Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Journal des territoires.